a souvent l'image d'un vendeur qui essaye de persuader les autres de faire ce qu'il a envie de faire à tout prix. En fait, je crois qu'en ayant passé 30 ans dans ce job-là, qu'en fait, un bon vendeur, c'est quelqu'un qui arrive vraiment à comprendre les besoins de quelqu'un. Et donc, c'est vraiment un métier d'écoute et de compréhension, parce que c'est la meilleure façon de convaincre quelqu'un de faire quelque chose, si on arrive à comprendre exactement ce qu'il recherche. Marketing, finance, RH, ingénierie, droit. Vous connaissez peut-être, mais que font ces personnes au quotidien ? En bref, Corporate Podcast, c'est un podcast pour les étudiants par un étudiant. Je suis Eddy, étudiant à l'EM Normandie, et vous écoutez Corporate. Ok, d'accord, très bien. Ok, ben, merci beaucoup. Merci d'abord de me donner l'opportunité. Donc, je m'appelle Roland Provençal. J'ai travaillé plus de 30 ans, 32 ans exactement, chez Procter & Gamble, uniquement dans la partie commerciale. Et donc, j'ai fait ma carrière sur, je crois, dans 6 pays. Et j'ai terminé comme ce qu'on appelait Vice President Vente en Europe, où j'étais basé à Genève. Et j'ai arrêté de travailler il y a donc maintenant 2 ans, enfin en décembre 2017. Je suis marié, j'ai 4 enfants et j'ai 3 petits-enfants. Voilà un peu qui je suis, quoi. D'accord. Pour donner un petit peu de contexte aux auditeurs qui nous suivent, Procter & Gamble, Ouais. c'est un peu plus de 100 000 employés. C'est des Oui, marques comme Febreze, comme Gillette, comme Head & Shoulders ou encore Pampers. Et c'est un voilà, peu exact. plus de 65 milliards de chiffre d'affaires en 2016. Donc Ouais, tout à fait, voilà, on ne parle tout pas à d'un fait. petit bébé. Ouais, Alors, le podcast va s'organiser en 3 parties. Une première partie plus personnelle, donc par rapport à votre métier, vos différentes activités, etc. Une deuxième d'accord. partie par rapport à Procter & Gamble, donc l'entreprise en elle-même. Et une Ouais, troisième partie qui sera juste une espèce d'ouverture, donc plus ou moins sur vos passions. Voilà. ok, d'accord. Alors, Super. on va commencer directement. J'ai vu que sur votre LinkedIn, vous avez commencé chez Procter & Gamble comme CBD Manager. Et je pense que c'est un peu flou pour la plupart de nos audiences. Ouais. Donc, pourriez-vous nous expliquer qu'est-ce que c'est concrètement qu'un CBD Manager ? Ok, alors je vais essayer d'expliquer ça simplement. Déjà vous dire, en fait, Procter & Gamble est une société qui fait uniquement de la promotion from within, c'est-à-dire qui ne recrute que des étudiants, qui ne recrute pas des gens à des niveaux élevés dans la société. Donc que vous rentriez dans la partie vente, dans la partie finance ou marketing, tous les gens rentrent par les postes de démarrage. Donc en D'accord. fait, un job on pourrait dire dans d'autres sociétés, ça s'appelle vendeur ou sales représentative, ou donc chez Procter, on appelait ça Customer Business Development, qui était en fait la façon d'appeler le département vente chez Procter. D'accord. C'était donc un job où j'étais en charge d'une quarantaine de magasins. Donc c'était un job de vendeur sur le terrain, en charge d'hypermarchés et supermarchés. Et la responsabilité donc d'un CBD manager, c'est de développer les affaires avec les clients donc dont il est en charge. Donc on est sur une région. Bon, moi je suis originaire de la région lyonnaise, donc j'étais à Lyon et j'ai donc fait ce job pendant à peu près 18 mois, 2 ans je crois. Et donc je rencontrais les responsables de ces magasins sur une base d'à peu près une fois par semaine avec un objectif de trouver des idées de business pour pouvoir développer nos affaires communes. Voilà très rapidement ce dont il s'agit. D'accord. Et du coup, j'ai vu que vous étiez diplômé de l'EM Lyon, donc Ouais, EM Lyon qui donne accès à un grand panel de masters, etc., etc. Du ouais, coup, je voulais vous ouais. demander pourquoi vous avez choisi donc cette partie, donc le CBD Manager, comme vous l'avez dit, il y a Ouais, plusieurs options ouais, qui se présentent chez vous à Procter & Gamble, et pourquoi dans ce secteur d'activité-là? ouais, ouais, tout à fait. En fait, j'étais pas vraiment, quand j'étais à l'école, on va dire attiré ou passionné par le métier de vente, mais lors d'une présentation dans un amphithéâtre, je ne me souviens plus qui c'était, mais quelqu'un était venu nous faire une présentation et avait dit quelque chose comme ça. Il avait dit que vous fassiez du marketing, de la finance, du juridique, des ressources humaines. En fait, c'est pas toujours le meilleur financier ou le meilleur marketeur qui sera promu ou qui développera ses affaires. C'est celui qui arrivera à vendre ses idées le mieux possible. Donc, il nous avait recommandé de commencer notre vie professionnelle par un stage de vente ou une activité de vente et ensuite d'aller
sur le métier ou la carrière qu'on avait envie de choisir. En fait, j'ai suivi son conseil, donc je suis rentré dans les ventes, mais en fait, j'ai adoré ce type de job et j'y suis resté toute ma carrière, quoi. Donc en fait, c'était plutôt suivre un conseil que j'avais entendu de quelqu'un qui était venu faire une présentation et qui m'avait interpellé, et je me suis dit que c'était une bonne idée d'essayer d'arriver à vendre ses idées. Et finalement, j'ai trouvé que c'était un métier passionnant et donc je suis resté là-dedans, quoi. D'accord. Et du coup, au niveau de vos tâches quotidiennes, puisque j'ai vu que vous avez changé de poste fréquemment, comment est-ce que Ouais, vous arriviez à gérer votre temps? Parce que ouais. au fur et à mesure des nouveaux postes, il y avait des nouvelles responsabilités, etc. Ouais, alors peut-être pour répondre à la question, parce que en fait, chaque job que j'ai pu avoir tout au long de ma carrière, la gestion du temps était différente. Donc, est-ce que vous préférez que je vous parle du dernier job, du premier job? Comment vous voulez que je réponde à la question, quoi? Vis-à-vis plutôt du premier job, puisque c'est, je pense Ok, que ce dont à quoi les étudiants seront d'accord. confrontés. Ouais, ouais. En fait, donc Procter, je pense comme toutes les grosses boîtes, vous pouvez passer votre vie à bosser du matin au soir. Et moi, j'ai eu la chance, le premier boss qui m'a accueilli chez Procter, c'était la première boîte dans laquelle je rentrais. Donc le jour où j'ai commencé à bosser, le premier jour, m'a accueilli en me demandant, en me posant la question suivante. Il m'a dit, pendant les entretiens, tu nous avais parlé de ta journée type de travail. Est-ce que tu te rappelles ce que tu nous avais dit? Alors je lui ai répondu, j'ai dit, je crois que j'avais émis la volonté de travailler de 8 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir. Et le gars m'a dit, écoute, bienvenue chez Procter, si t'es bon, tu travaillerais de 8 heures jusqu'à 5 heures du soir. Et tu t'arrêteras à 5 heures. Et donc, du premier jour où j'ai commencé à bosser jusqu'au dernier jour où j'ai arrêté de travailler, je me suis arrêté tous les soirs à 5 heures du soir. Donc ça, c'est déjà pour information. Je dis pas du tout ça de façon arrogante, mais je le dis parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que pour réussir à avoir une carrière professionnelle, il faut travailler énormément et donner tout son temps à sa vie professionnelle. Moi, j'ai eu la chance, à nouveau, c'était mon premier boss. J'avais jamais travaillé avant. J'avais fait des stages et donc en me donnant cet objectif, ça m'a forcé en fait à m'organiser et à essayer de faire tout ce que j'avais à faire dans un temps réduit, de façon à pouvoir faire après 17 heures, parce que j'avais envie de faire. J'avais une famille, mais j'adore faire du sport aussi, et donc j'ai toujours gardé entre guillemets cette hygiène de vie. Donc ça, c'est le premier point par rapport à votre question. Et ensuite, de façon concrète, entre ces 8 heures et 5 heures donc de l'après-midi, à nouveau, on faisait à peu près 4 ou 5 visites de magasins par jour. Donc en fait, je préparais les visites la veille et j'essayais d'être le plus efficace avec les interlocuteurs que je rencontrais pour atteindre les objectifs que je me fixais et pas à perdre du temps entre guillemets dans des discussions sans fin, quoi. Voilà, je sais pas si ça répond à votre question, Oui, mais oui, c'est parce que c'est une réponse entendre. plutôt complète. Ouais. Ok, très Du bien. coup, vis-à-vis de ça, toujours, euh, Ouais, je pense que c'est un petit peu difficile pour les étudiants de discerner en fait les qualités essentielles qu'il faut mettre en avant, que ce soit au moment ouais, d'un entretien ou même dans, dans le milieu du travail même. Donc la question ouais, que j'aurais pour vous, c'est quelles sont les trois qualités essentielles pour vous pour être un bon CBD manager? ouais. Alors, je pense que la première chose qui me vient en tête, c'est ce qu'on appelle le leadership. Donc, qui est un mot qui veut tout dire et rien dire, mais pour moi, c'est la capacité à vraiment développer des idées, les faire aboutir et vraiment leader les choses. Donc, ça, c'est la première chose qui me vient en tête. J'appelle ça leadership. Pour travailler dans le département commercial, CBD, donc Customer Business Development, ou vente ou sales, je pense que la deuxième qualité très importante, c'est la communication. Être capable d'écouter les gens, être capable de les comprendre, être capable de communiquer tant à l'oral qu'à l'écrit. Je pense que ça, c'est la deuxième point. Et la troisième chose qui me vient à l'idée, c'est le travail en équipe. Le travail avec tant avec des équipes internes qu'avec des équipes externes, d'être capable de collaborer. On travaille dans un monde aujourd'hui qui change tous les jours. Et justement, pour réussir dans le domaine des ventes, il faut être capable. Les aléas du direct, je vous interromps quelques minutes dans votre écoute du Corporate Podcast pour vous dire que, en fait, au moment de record l'interview, on n'a pas remarqué qu'en fait il y avait un petit trou. Donc du coup, on n'a pas les deux autres qualités dont il a parlé dans les extraits, quoi. Mais après, je lui pose une autre question vis-à-vis de ses tâches favorites et des tâches qu'il déteste le plus au travail. Donc, dans quelques secondes, vous aurez la réponse à sa tâche favorite. Bonne écoute. C'est à nouveau un de mes patrons en espagnol qui m'a dit ça un jour. Il me disait, la vente, c'est un art et une science.
Alors je le cite, je l'ai pas appris par cœur, j'essaie de m'en rappeler, mais et Durant son on parle en et espagnol. son Mais en gros, c'est un art et la science de faire que quelqu'un fasse ce que vous avez envie qu'il fasse, mais surtout qu'il réalise les bénéfices pour lui-même. Donc D'accord. c'était sa définition de la vente. Et donc ce que j'ai le plus aimé dans mon job, c'est vendre en fait des idées aux gens. Mais on a souvent l'image d'un vendeur qui essaye de persuader les autres de faire ce qu'il a envie de faire à tout prix. En fait, je crois qu'en ayant passé 30 ans dans ce job-là, qu'en fait, un bon vendeur, c'est quelqu'un qui arrive vraiment à comprendre les besoins de quelqu'un. Et donc, c'est vraiment un métier d'écoute et de compréhension, parce que c'est la meilleure façon de convaincre quelqu'un de faire quelque chose, si on arrive à comprendre exactement ce qu'il recherche. Et la vente est un métier à long terme et non pas un métier à court terme. Donc, si vous voulez bâtir des affaires avec quelqu'un sur plusieurs années, il faut bâtir la confiance. Et donc, vous pouvez le faire uniquement en apportant des réponses qui répondent réellement aux attentes de votre client. Donc ça, c'est ce que j'ai adoré faire. Ce que j'ai vraiment détesté faire, c'est tout ce qui est, je dirais, la partie administrative, la partie bureaucratie, qui malheureusement, dans des boîtes, comme vous le disiez, Procter, il y a plus de 100 000 personnes. J'ai toujours essayé de minimiser cette partie dans mon job. Je suis quelqu'un qui prône la simplicité à outrance, mais malgré cette volonté d'être simple, y a beaucoup trop d'administratifs et j'appelle ça de la bureaucratie, mais c'est ce que j'ai le moins aimé dans mon job, quoi. Mais j'en ai peur puisque je fais partie des rares personnes, je crois, qui ont passé toute leur vie dans une seule boîte, quoi. D'accord. Et du coup, par rapport à ça, je pense que vu les conseils que vous donnez à nos étudiants, il y a de fortes chances que certains réussissent à devenir quelque part des bons vendeurs, des bons CBD managers et en règle générale des bons salespersons, comme on pourrait le dire. Ouais. Alors, Ouais. quand on est ce genre de vendeur, Ouais. quelle tranche de salaire annuel on peut espérer quand on est bon? Ouais, alors là, je vais vous dire, j'essaie de répondre à toutes vos questions, mais malheureusement, celle-là, je vais avoir du mal parce que, en fait, comme j'ai travaillé dans une seule boîte, je connais un peu comment dirais-je, la partie vente à l'intérieur de Procter & Gamble, mais par rapport à ça, l'entretien n'est pas simplement sur Procter. Donc, je pense que c'est des métiers où vous pouvez commencer en gagnant des salaires qui sont en bas de l'échelle. Si les étudiants, je sais pas s'ils travaillent en France, s'ils travaillent dans le monde, donc c'est souvent des jobs qui sont payés quand on rentre en tant que vendeur, des salaires d'entrée, mais en se développant, comme j'ai eu la chance de le faire chez Procter ou dans d'autres sociétés, on arrive à atteindre des postes d'encadrement et d'avoir des rémunérations qui sont très attractives. Moi, je suis pas rentré dans cette société par rapport à la rémunération. J'ai jamais considéré que l'argent était le moteur de ma carrière, mais j'ai eu la chance, avec la carrière que j'ai faite, de gagner beaucoup d'argent. Et je pense que les métiers commerciaux d'aujourd'hui et de demain donnons pour ceux qui sont attirés par une rémunération attractive des possibilités de réussir et d'atteindre leurs objectifs. Mais là, sur cette question, Eddy, je suis désolé, c'est pas que je veux pas vous répondre, mais non, mais il n'y a pas de souci, c'était plus pour éclairer nos étudiants, etc. Ouais, ok. Passons à la seconde question. Ouais. Vous avez privilégié une carrière plus ou moins commerciale, etc. Mais du coup, je voulais vous demander, si vous n'aviez pas été commercial, quel aurait été le plan B? Vers quelle autre filière vous vous seriez tourné? Est-ce que vous aviez d'autres idées au moment du diplôme? Ouais, alors en fait, quand j'étais jeune, moi j'adorais le foot, donc je voulais être footballeur. Donc si je répondais à cette question avant d'être à l'école de commerce, c'est vraiment une carrière dans le sport que j'aurais aimé faire. J'ai failli rentrer à l'Olympique Lyonnais à l'époque, et puis ça s'est pas fait. Et puis j'ai décidé de faire des études et je l'ai pas fait. Donc ça, c'est une réponse un peu, ce que je dirais, comment dirais-je, quand j'étais jeune. Maintenant, quand j'étais rentré dans les études, j'étais très attiré par les chiffres. Donc je m'orientais plutôt vers une carrière, je pense, financière. D'accord. Et étant donné que ce gars qui était venu parler de ça m'a donné cette idée de dire, mais même dans la finance, en fait, il faut savoir vendre ses idées. Je suis parti dans une carrière commerciale et donc j'y suis resté. Mais un truc que j'ai appris, c'est que pour être en fait un bon vendeur, à nouveau pas que chez Procter, mais il faut être un bon financier, il faut être un bon marketeur, il faut savoir gérer les data, il faut savoir gérer les ressources. Donc en fait, le goût que j'ai eu pour les chiffres, la facilité que j'avais à les gérer m'a aidé en ma carrière quand vous êtes dans des négociations importantes.
avec des sommes élevées, le fait de calculer vite et de savoir prendre des risques vous aide à faire des décisions. Donc je pense que j'étais attiré par les chiffres, mais j'ai fait une carrière commerciale en me servant des chiffres. D'accord. Maintenant, ce serait plus une question vis-à-vis de votre carrière en global. Si vous Ouais, deviez retenir un seul souvenir qui serait votre meilleur souvenir en carrière, quel serait-il? ouais, ouais. Et c'est en fait, donc je vous l'ai dit, j'ai une famille, j'ai 4 enfants. Et moi, je viens d'une famille modeste, ma femme aussi, et donc on n'était pas du tout attirés par des carrières internationales. Donc on est originaire de Lyon tous les deux. On a dû naviguer entre Lyon et Paris parce que le siège de Procter était à Paris, mais on n'avait pas du tout l'intention de partir sur des carrières internationales. Et en fait, j'ai eu la chance, un Espagnol, le gars dont je parlais tout à l'heure, quelqu'un m'a contacté et m'a offert un job de sales manager au Portugal. Et donc, étant donné on aime, comment dirais-je, on est attiré par le soleil. Bon, je dis ça paraît peut-être idiot, mais Ah, mais c'est on est important tous les aussi. deux, ouais, on est très réactifs par rapport au climat. Et on a décidé en fait de partir au Portugal, mais pas pour des raisons professionnelles. Et c'est la meilleure décision que j'ai prise, tant au niveau professionnel que pour ma famille. À savoir que donc pour mes enfants, de les exposer à une culture différente. Ils ont appris sur place l'anglais et le portugais. On a adoré cette expérience. On a demandé à partir vivre au Brésil, comme on parlait portugais. Et on a donc eu une vie internationale, entre guillemets. Mais c'est surtout, pour moi, c'est le meilleur. La question que vous me posez, c'est le meilleur souvenir, c'est d'être à l'écoute, en fait, de gens qui peuvent vous donner des conseils différents de ce que vous pensez. Et quand vous trouvez un rationnel qui vous paraît intéressant, de ne pas avoir peur de prendre des risques. Et D'accord. donc, la là, c'est d'être parti à l'étranger alors que c'était pas prévu, mais je pense que c'est la meilleure chose qui nous soit arrivée, quoi. D'accord. Et du coup, maintenant qu'on a parlé un peu en perspective de votre carrière, si vous deviez Ouais, donner un conseil à une version de vous-même, voilà, qui vient d'être diplômée fraîchement ouais, de l'EM Lyon et qui n'a pas ouais. encore eu son premier entretien, que ce soit chez Procter ou chez une autre entreprise, quel serait-il? Je crois que tant pour un entretien que pour une carrière, que pour une vie professionnelle, quelle que soit la façon dont on l'appelle, le conseil est simple, c'est en fait il faut être soi-même. Bon, je vous ai dit, j'ai des enfants qui sont aussi, il y en a certains qui viennent de terminer leurs études, d'autres qui travaillent. Je leur dis toujours, dans la vie, il faut bien sûr essayer de s'améliorer en permanence. Il ne faut pas être arrogant, il faut être très humble et il faut essayer d'apprendre tous les jours. Mais en même temps, chacun est comme il a ses forces et ses faiblesses. Et il faut essayer d'avoir la force de caractère pour être qui on est dans la vie et de surtout maximiser ses forces plutôt que de corriger ses faiblesses. Donc en anglais, on dit be yourself. En français, je ne sais pas comment on dirait ça. On dirait sois toi-même. Mais je crois que c'est le conseil. Donc quand vous passez un entretien de recrutement, n'essayez pas d'être un autre. N'essayez pas d'être celui que vous pensez que Procter ou que L'Oréal ou je ne sais pas qui recrutera. Mais essayez de vous définir et de vous décrire tel que vous êtes en vous vendant, donc en mettant vos bons côtés, vos qualités en avant, mais pas en essayant d'apparaître comme quelqu'un d'autre. Et ça, c'est valable pour le recrutement, mais c'est valable aussi pour votre carrière. Je parlais tout à l'heure que j'ai eu la chance de rencontrer ce boss qui m'a donné comme conseil de partir à 5 heures du soir. Et en fait, pourquoi je l'ai fait tout au long de ma vie? Et quand je dis que je l'ai fait tout au long de ma vie, c'est que je l'ai vraiment fait jusqu'à la fin de ma carrière. C'est parce que j'ai toujours considéré que ma vie extra-professionnelle était le plus important pour moi et que tant au niveau de ma famille qu'au niveau du sport et des passions que je peux avoir, j'avais pas envie de les compromettre. Et donc, c'était vraiment qui j'étais. Et c'est la raison pour laquelle, je pense, la raison principale pour laquelle je suis resté plus de 30 ans chez Procter, c'est que j'ai pu être moi-même tout en essayant de bien faire mon travail, mais en vivant la vie que je voulais avoir, quoi. D'accord. Bon, bah, en tout cas, c'était vraiment complet. Maintenant, on va passer à la deuxième partie qui est plus sur Procter et non plus sur vous. Oui. Est-ce que vous auriez... Enfin, je pourrais formuler ça? Vous avez été soumis au processus de recrutement de Procter Gamble et je ne sais pas si entre-temps il a dû évoluer ou si il est resté le même, mais vous, à l'époque, comment s'était passé le processus de Oui, recrutement? alors, je vais vous dire, et je pense qu'il a évolué, mais c'est plus ou moins la même chose, quoi. Donc, il a évolué au niveau de l'esprit, mais je veux dire, la méthode est plus ou moins la même, quoi. C'est-à-dire que tous les étudiants, alors, ce qui a changé, c'est que tous les étudiants qui veulent rentrer aujourd'hui chez Procter, que ça soit un stage ou un job, doivent
appliqués sur les sites web de P&G. Donc, c'est tout par informatique, c'est tout sur envoyer des candidatures. Ça sert à rien d'envoyer des candidatures spontanées. Il faut vraiment rentrer dans les sites et regarder les offres de stage, les offres d'emploi qui sont disponibles. Que ça soit dans un pays, en fait, c'est valable dans tout le monde. Donc, vous pouvez sélectionner une zone, un pays, vous pouvez sélectionner des fonctions, et donc vous allez naviguer à l'intérieur des sites. Donc ça, c'est à mon époque, c'était par courrier, on va dire, classique. Ça a évolué. Ensuite, le processus, je crois qu'il est toujours le même. Il y a 3 entretiens. Je crois qu'entre les 3 entretiens, il y a une batterie de tests entre le premier et le deuxième. Chaque entretien est éliminatoire. Il y a, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire, c'est que quand vous rentrez, vous allez appliquer sur le site, vous avez en fait un dossier de recrutement qui est donc et qui va éliminer, je crois que c'est plus de la moitié des candidats. Donc c'est pas simplement un truc où il faut marquer son nom, son adresse. Il faut vraiment réfléchir aux questions qui vous sont posées et essayer d'expliquer qui vous êtes de façon à donner un aspect qui vous rende intéressant par rapport aux milliers de candidats qui proposent leur candidature chez Procter. Mais ensuite, les 3 entretiens, comme je vous l'ai dit, entretien éliminatoire, une batterie de tests. Et je crois que c'est toujours la même chose. C'est ce qui m'est arrivé il y a plus de 30 ans. Et je crois que c'est ce qui existe toujours aujourd'hui. D'accord. Une autre question, toujours par rapport à Procter. Oui. Vous êtes diplômé de l'EM Lyon. On sait, Oui. de par la réputation, l'EM Lyon, c'est une école qui est top 4, voire top 5 France. Oui. Donc, Oui. Vis-à-vis de ça, vous aviez quand même un certain nombre d'opportunités en sortant. Oui. Qu'est-ce qui vous a fait choisir Procter & Gamble et d'après vous, qu'est-ce qui rend Procter & Gamble si spécial? Ouais. Alors, à l'époque, je vais répondre aux 2 questions. Qu'est-ce qui m'a fait postuler chez Procter? J'avais effectivement postulé dans des boîtes. C'est que, donc, il y a 30 et quelques années, Procter était perçu comme le temple du marketing. C'est-à-dire, dans les cours que j'avais à l'EM Lyon, il l'est présenté comme la meilleure boîte dans le monde de marketing. Pas commercial, mais marketing. D'accord. Donc, c'est une boîte, une très forte personnalité et aussi une très forte culture d'entreprise. C'est un peu ce qui était. Donc, je m'étais dit, je vais essayer de postuler dans cette boîte de par, je dirais, le côté aspirationnel du truc. Ça, c'était il y a 30 ans en arrière. En bossant dedans, en fait, ce qui rend la boîte unique, je crois, c'est vraiment les valeurs de la boîte et la culture d'entreprise. Comme je vous dis, j'ai pas bossé dans d'autres boîtes, donc c'est difficile pour moi de comparer, mais j'ai connu beaucoup de gens qui ont travaillé chez Procter, qui ont quitté, qui sont là dans d'autres boîtes, et quand ils comparent, c'est pas que Procter est la meilleure boîte du monde, je pense que c'est une des meilleures, mais quand ils comparent, ce qui vraiment est unique, c'est vraiment les valeurs de la société. Donc, qu'est-ce que ça veut dire les valeurs de la société? Je vais en donner 2-3 juste pour illustrer. Par exemple, l'intégrité, par exemple, le respect des gens, par exemple, je parlais tout à l'heure de leadership, de donner des vraies responsabilités à toutes les personnes qui travaillent dans la boîte dès que vous rentrez dans la société. Et si j'ai vraiment à revenir sur les 2 premières que j'ai mentionnées, l'intégrité et le respect des gens, c'est que quand vous bossez du matin au soir dans une boîte, vous voyez beaucoup de choses. Et en fait, en 30 ans, j'ai jamais vu quelque chose qui s'est passé qui était contraire à mes valeurs. Et donc, c'est sûrement la raison numéro 1 qui fait que je suis resté dans cette boîte, quoi. Donc, je suis très content d'y avoir travaillé. J'ai jamais considéré que c'était ma famille. Il y a des gens qui disent « Ah, cette boîte, c'était ma 2e famille ». Moi, j'ai une famille, j'en ai pas 2. Mais en revanche, j'ai travaillé dans cette boîte. Je suis resté 32 ans dans cette boîte et je suis fier d'avoir été traité de la façon dont j'ai été traité. Et je suis fier d'avoir traité les gens qui travaillaient pour moi en support avec mon entreprise et en étant moi-même. J'apporte beaucoup d'importance au respect de l'individu, essayer de faire en sorte que chacun puisse donner le meilleur de soi-même. Et dans cette boîte, contrairement aux images qu'on a des multinationales américaines où on pense que tout est une question de dollars et que ce qu'il faut avant tout, c'est sortir le profit, ce qui est sûrement une partie de la réalité. Procter fait partie des rares boîtes qui dit que en fait, on ne peut réussir que si les gens sont heureux et que si on les traite comme ils auraient envie d'être traités, quoi. Donc, c'est 2 réponses différentes. C'était un peu le côté aspirationnel à l'entrée. Et ce qui fait que je dis que Procter est une boîte unique pour moi, c'est la culture et le respect des gens et l'intégrité de cette boîte, quoi. D'accord. Vous avez parlé d'un processus de recrutement en plusieurs parties, avec un dossier, Oui. avec un entretien, etc. etc. Oui. Au moment de votre premier entretien, donc quand vous avez passé la phase du dossier, etc., quel a été votre axe de différenciation vis-à-vis des autres candidats? Puisque Procter étant une grosse boîte, c'est une boîte qui est très attractive, donc vous avez dû forcément être en concurrence avec d'autres étudiants. Oui. Donc comment Alors vous là, avez fait pour vous différencier? Oui, je vais
je vais avoir du mal à vous répondre parce que par définition, enfin je vais essayer, hein. Par définition, je ne sais pas comment étaient les autres à l'époque. Et en fait, ce que je vous ai tout à l'heure, je me le suis appliqué à moi-même, c'est que je me suis décrit tel que j'étais. C'est-à-dire que je me suis jamais décrit comme une machine de guerre. J'ai toujours été pour moi attiré par le sport. Et donc tous les exemples que j'ai pu, quand on me demandait qu'est-ce que vous avez fait, j'ai toujours illustré avec des exemples dans le sport. Donc j'ai essayé de me définir tel que j'étais vraiment. C'est la seule chose qui me vient en tête, quoi. J'ai pas essayé de bâtir quelque chose de différent par rapport aux autres. J'ai essayé d'expliquer qui j'étais vraiment. Et si mon profil correspondait au job, j'allais être pris. Et si mon profil ne correspondait pas, il fallait pas que j'y aille, quoi. D'accord. Donc c'est la seule chose qui me vient en tête, quoi. Maintenant, toujours chez Procter, mais ce sera la dernière question Ouais. vis-à-vis de ça. Comme Ouais. vous avez eu plusieurs postes, que ce soit chez Ouais. Procter France ou même au Portugal, puis au Brésil, Ouais. etc., vous avez Ouais. quand même réussi à gravir les échelons. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui arrivent à travailler, même à entrer dans ce genre de boîte, mais qui Ouais. restent à une certaine position pendant plusieurs années sans arriver à gravir les échelons. Et Ouais. pour vous, quelle a été la clé justement de cette réussite, donc à avoir des différentes promotions, comment vous y Ouais. êtes pris? Alors, ouais, je vais vous répondre. Déjà j'ai appris, et ça c'était un gars des ressources humaines américain qui m'avait dit dans une carrière, il y a 3 critères importants quand on réfléchit à sa carrière. Il y a ce qu'on appelle le lieu, c'est-à-dire l'endroit où vous voulez travailler, la France, Lyon, le monde, la Chine, l'Amérique latine. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est le contenu du job. Donc ça peut être vendeur, ça peut être directeur financier, directeur général, chef de produit. Donc ça, c'est le contenu du job. Et ensuite, le troisième, c'est ce qu'on pourrait appeler l'échelon hiérarchique. Donc chez Procter, c'était des niveaux. Il y avait niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je crois que le patron mondial est au niveau 9. Donc moi, j'ai eu la chance d'arriver, je crois que j'étais au niveau 6. Donc ça, c'est des échelons, mais dans d'autres boîtes, ça peut s'appeler différemment que des numéros, quoi. Donc ça, c'est les 3 critères. Et le conseil qu'il me donnait, il me disait, il faut toujours commencer par réfléchir à moyen terme. Par exemple, donc, quand on est étudiant et qu'on sort d'une école, ou moyen terme, ça va être 5 ans. Donc à 5 ans, comment vous répondez à ces trois questions? Le lieu, le type de job et l'échelon hiérarchique. Mais le plus important, c'est de les prioriser. Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est de travailler, vous voulez toujours rester en Italie? C'est le plus important. Est-ce que le plus important, c'est pas d'être nommé, mais c'est d'avoir un job très intéressant? Ou au contraire, le plus important pour vous, est-ce que c'est d'être promu à tout prix, même s'il faut partir à l'étranger, même s'il faut changer de job? Donc, de répondre à 5 ans, à ces 3 critères et les hiérarchiser. Une fois que vous avez répondu à moyen terme, vous répondez à la même question sur du court terme. Donc, on va dire à 2 ans. Et tout au long de ma vie, j'ai utilisé on va dire cette clé, donc pour définir quelles étaient mes priorités. Alors ça, c'est pas la réponse à votre question, mais c'est pour vous dire qu'en fait, et à nouveau, je vous dis la vérité, c'est-à-dire c'est pas un conseil que je donne aux étudiants, mais moi, les promotions n'ont jamais été, donc le 3e critère n'a jamais été ma priorité. D'accord. La priorité que j'ai toujours donnée en fait à ma vie, c'était en 1, le lieu où je travaillais, en 2, le contenu du job, et en 3, les promotions. À nouveau, je vous dis bien, c'est pas un conseil que je donne aux gens, hein. Oui, Y a oui, des c'est gens qui peuvent très bien réussir. Et c'est en fait la façon dont on a géré notre vie. Et donc c'est pour ça que c'est un peu ambigu ma réponse, parce que j'ai eu la chance d'être nommé, mais je ne l'ai jamais demandé. C'est qu'en fait je fais mon travail correctement et que les gens vont dû me dire, voilà, tu dois avoir le potentiel pour pouvoir faire autre chose. Est-ce que ça t'intéresse? Donc j'ai pas accepté n'importe quoi. Si on me proposait de partir, je dis n'importe quoi, mais à Singapour, et que j'avais pas envie de partir en Asie, j'y suis pas allé. Mais donc je crois que donc ça, c'est ce qui m'est arrivé. Maintenant, si je dois plutôt donner un conseil aux étudiants, je crois que répondre à ces 3 critères et d'être très clair dans sa tête en permanence sur qu'est-ce qui compte vraiment dans la vie. Les gens ont tendance à toujours vouloir les 3 en même temps. C'est-à-dire qu'ils vont vous dire, je voudrais être directeur financier à Paris, et niveau hiérarchique, je dis n'importe quoi, 4. Et en fait, il faut être capable de dire, mais s'il n'y en a qu'un seul sur les 3, lequel est le plus important? Et vous apprendre à hiérarchiser, pas simplement pour des carrières, mais dès que vous avez des choix dans la vie, de toujours savoir quel est le critère numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, ça aide en fait à clarifier, à simplifier les décisions. D'accord. Bon, on va passer gentiment sur la dernière partie. Oui, parfait. Plus par rapport à vos passions. Maintenant que vous avez fini de travailler chez Procter, comment vous Ouais. occupez vos journées? Ouais, ok, c'est une bonne question. En fait, j'ai arrêté de travailler, donc j'avais 55 ans.
Et en fait, j'ai toujours voulu. Alors, déjà, comme je vous l'ai dit avant, c'est pas parce que j'ai passé ma vie à bosser, parce que j'ai toujours essayé de faire ce que j'avais à faire chaque jour. Et en vécu au Brésil, un gars m'avait dit, quand je suis le premier jour au Brésil, il m'a dit, tu ferais bien de faire ce que tu as à faire aujourd'hui d'important, parce que si ça se trouve, ce soir, tu seras mort, quoi. Non pas qu'il avait l'intention de me buter, hein, mais je veux dire, c'est un pays où c'est assez dangereux. Donc, si vous êtes au mauvais endroit au mauvais moment, tout peut s'arrêter, quoi. Et donc, en fait, c'est une philosophie de vie. Donc, ça devient, c'est-à-dire, les gens disent, n'attends pas demain pour faire ce que tu as à faire aujourd'hui. Donc, ça, c'est la première chose. Je me suis pas arrêté de bosser à 55 ans parce que j'avais fait uniquement travailler. Enfin, j'avais fait que travailler. Mais néanmoins, j'ai toujours une passion pour le sport. Alors, à 55 ans, le problème, c'est qu'on est quand même moins véloce que quand on a 20 ans. Donc, malheureusement, je peux pas courir faire des Ironman ou des trucs autant que je voudrais le faire. Mais j'essaie de consacrer ma vie, en fait, à ce que j'aime. Donc, déjà, je passe du temps avec ma famille. J'essaie de voir des amis. J'ai rencontré beaucoup de gens de partout dans le monde. Donc, j'essaie de passer du temps avec eux. Je fais du sport. J'essaie d'aider les gens. Pas faire ce qu'on appelle du bénévolat, mais les gens qui ont besoin de moi, qui me demandent des conseils, j'essaie de les aider. Et donc voilà, aujourd'hui, c'est ce que j'essaye de faire, de me consacrer, mais principalement à des choses que j'aime. Et le sport en est une principale d'un point de vue personnel. D'accord. Si vous aviez un livre à conseiller à notre audience, quel serait-il? Ouf. Alors déjà, je dois le dire, alors encore une deuxième question, je vais pas être bon. Alors j'adore lire, mais malheureusement, je lis. J'ai toujours refusé de lire des livres de business, quoi, déjà. Ah bon? Alors c'est un choix. Je suis pas sûr que ça soit très malin, mais j'ai toujours considéré la lecture comme comment dirais-je, un loisir. Et donc quand je lisais des livres de business, j'avais l'impression que je bossais, quoi. Mais c'était pas très malin, quoi. Donc c'est pour ça que je me permets de dire ça au début. Je viens de lire un bouquin d'un gars qui s'appelle le dernier. Donc je vais prendre le dernier d'un gars qui s'appelle Pascal, je crois, Bruckner ou Buchner. D'accord. Alors j'ai oublié le titre, donc c'est déjà un signe. Mais c'est plutôt je vais répondre à votre question en disant, j'essaye de trouver des bouquins de gens qui me paraissent connaître. Là, en l'occurrence, c'est un philosophe français, je crois qu'il s'appelle Bruckner ou Buchner, et c'est sur l'éviter, c'est-à-dire en fait, il écrit pour expliquer aux gens que quand on vit jusqu'à 100 ans, alors qu'avant l'expérience de vie était jusqu'à 50. En fait, ça modifie l'intégralité de la façon dont on gère sa vie, tant au niveau familial que professionnel, que tout ce qu'on a à faire. Et donc, j'ai lu ce bouquin, j'ai trouvé ça super, mais j'ai pas un livre culte où je pourrais dire. Alors, je suis supporter de l'Olympique de Marseille, donc je vais vous dire, lisez la vie de l'Olympique de Marseille. Je suis pas sûr que ça soit très intéressant, mais si ça peut convertir quelques étudiants à l'OM, Du coup, dernière question pour finir ce podcast et cette très enrichissante conversation. Vous avez rencontré plein de gens tout au long de votre parcours, voilà, des gens de divers pays, etc. Est-ce que dans votre entourage, vous aviez quelqu'un que vous aimeriez qu'il passe dans le podcast pour donner aussi son expérience, etc. Oui, alors, je vais vous dire, oui, sûrement, je peux réfléchir, vous envoyer ça, Eddie. J'ai la chance de connaître, c'est pas du tout arrogant ce que je dis, hein, mais ayant bossé dans cette boîte, je connais pas mal de gens qui sont aujourd'hui à des postes super importants, qui sont sûrement 10 fois plus intelligents que moi, et qui pourraient apporter. Alors, ça doit être en français le podcast, c'est ça Pas nécessairement, hein. Comme vous le savez, je suis à Los Angeles, du coup, bon, moi, en anglais aussi, il n'y a pas de Ok, problème. ce que je fais, vous balancez un nom comme ça, je vais réfléchir, et je vais vous mettre 2, 3 noms, et je vous enverrai un message sur WhatsApp. Et je vous dis, comme ça, vous pourrez les contacter. Je sais pas s'ils accepteront, hein, mais je vous pourrai les contacter. Mais je vais essayer de trouver des profils de gars comment dirais-je, qui ont eu un impact sur moi et qui, à mon avis, ont des trucs à dire, quoi. Mais je vous envoie ça par WhatsApp, parce qu'autrement, je vais vous balancer un nom au hasard et ça sera pas forcément le meilleur, quoi. D'accord. Bon, en tout cas, merci à vous, merci d'avoir répondu présent et merci pour cet entretien.